Il y a les lovers, les cafés raceurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Motul, champion du monde en MotoGP, champion du monde en endurance, champion du monde de motocross. Motul, c'est le partenaire de la liberté de penser, de rouler, d'un art de vivre pour tous. Bonsoir, bienvenue dans After Sunday, l'émission qui débriefe le MotoGP. On va parler ce soir bien évidemment du Grand Prix des Amériques qui s'est tenu dimanche et non pas hier. D'ailleurs, heureusement qu'on n'était pas ensemble hier au soir parce qu'on aurait eu du mal à se parler. Donc on va parler du Grand Prix d'Austin, toujours en compagnie de Michel Turcot. Bonjour Michel. Salut Eric. Thomas, salut, ça va? Oui, bien ça rentré, va. messieurs, vous étiez dans l'avion de retour des États-Unis il y a encore pas très longtemps. Non, on s'est posé à midi, Thomas, et voilà, le temps d'arriver. Bon, alors évidemment au programme de l'émission de ce soir, eh bien comme d'habitude, les rubriques le débrief de Michel Turcot, l'instant stat de Thomas. On fera un Sunday Race Recap par rapport au Superbike qui s'est déroulé à Portimao, mais tout ça de façon très concentrée parce que ce soir, eh bien on a l'honneur d'avoir un invité exceptionnel. C'est Paolo Chiabatti, le directeur sportif de Ducati, qui est avec nous. Bonsoir Paolo. Bonsoir à tous. Voilà, donc on va faire un condensé très rapide et ensuite on reviendra vers vous Paolo parce qu'on a énormément de questions à vous poser. On a reçu déjà pas mal de questions des internautes et de nos téléspectateurs et ensuite Michel a aussi pas mal de questions. Allez, on commence tout de suite par le débrief de Michel Turcot. Alors... Voilà, le débrief de Michel Turcot. Alors Michel, on commence comme d'habitude par l'image marquante de ce week-end. Et on va le dire, on n'est pas passé loin de la catastrophe. C'est évidemment l'image de cet accident en Moto3 incroyable. Oui, incroyable et surtout effrayant, comme tu l'as dit Eric. Effectivement, la course avait déjà été arrêtée après la chute de Philippe Sala, qui est reparti pour 5 tours. Alors là, pareil, on peut se demander pourquoi refaire démarrer une course Moto 3 sur 5 tours, connaissant un peu les lascars qui sont impliqués dans ce genre d'épreuve. Quoi qu'il en soit, voilà une course terrifiante. Denis Onchou qui accroche la roue avant de Alcoba, voilà, et surtout donc derrière deux pilotes dont Acosta qui volent sur plusieurs dizaines de mètres, qui tapent même le rail et qui par miracle tout le monde se relève. Donc un vrai miracle, d'autant que voilà, on sait que c'est une saison qui a été quand même endeuillée par le décès de 3 jeunes pilotes. Hugo Millon en championnat d'Espagne, on a eu Jason Dupassier en Moto 3 au Grand Prix d'Italie, et dernièrement à Jerez en Super Sport 300, le cousin de Maverick Vinales, qui est d'ailleurs qui était absent fort logiquement pour ces raisons à Austin. Donc Dinberta Vinales, donc ça fait 3 décès. Donc c'est vrai que la sécurité aujourd'hui, c'est un dossier qui est sur la table. Alors on sait que la FIM et la Dorna s'en sont emparés. Des mesures seront annoncées à Misano, au prochain Grand Prix. Donc on peut imaginer que les limites d'âge vont être revues. Certainement aussi le nombre de motos en piste. Des catégories comme le 300 Super Sport, on a 40 pilotes en piste, c'est beaucoup trop. Surtout avec des machines qui sont très proches. Donc pour faire la différence, on est obligé de prendre beaucoup de risques. Voilà, donc en tout cas les autorités travaillent sur le sujet pour essayer de trouver des solutions. Les anciens, que ce soit Rossi, Dovizioso, ce week-end ont tapé du poing sur la table en disant il faut vraiment maintenant que ça s'arrête. Il faut que les jeunes prennent conscience que la moto est un sport dangereux, c'est pas un jeu vidéo. Donc il y a des comportements qui sont inadmissibles, enfin qui doivent être punis. Oui. Et en l'occurrence là, Denis Onchou va écoper de deux courses de suspension. Voilà, c'est vrai qu'après c'est. Après, quand on revoit l'image, c'est dans l'action. C'est pas une manœuvre volontaire comme des fois on voit comme il a déjà été aussi un petit peu sous les feux de l'actualité, Denis Onchou. Après, il change de trajectoire en ligne droite, donc voilà, c'est des choses. Il prend la spi, il se rabat. Voilà. Enfin, je me fais l'avocat du diable. C'est pas pour le défendre outre raison, mais non, mais bien évidemment, il n'y a pas une volonté délibérée de sortir son adversaire. Mais après, c'est des comportements où peut-être un manque de réflexion, de lucidité. En tout cas, voilà, il faut trouver des solutions pour que il y ait des dépassements qui se fassent un peu autrement, quoi. Ouais.
Ok. Bon, du coup, on va enchaîner vite avec les faits marquants. Et les faits marquants, marquant Marquez, on n'en est pas loin. C'est de nouveau la victoire de Marc Marquez sur son circuit. Ben oui, cette victoire en 8 participations, donc effectivement c'est son circuit. Alors on savait qu'il allait faire quelque chose, hein, on le sait, c'est un des 3 circuits à droite sur lesquels il est intouchable, Sachsenring, à gauche, pardon, Sachsenring, Aragon et donc Austin. Cette année, Sachsenring il gagne, Aragon il se bat jusqu'au dernier tour, jusqu'au dernier virage avec Bagnaia. Donc là on se disait, est-ce qu'il va y arriver? Alors ce qu'on sait que Austin c'est quand même un circuit, alors c'est effectivement un circuit qui tourne à gauche, mais il y a quand même beaucoup de virages à droite, c'est relativement équilibré. C'est un circuit qui est très long, physique aussi, très physique, d'autant cette année, beaucoup de bosses. D'ailleurs, des travaux ont été demandés le jour c'était défoncé, hein, tout le monde a vu ça, les images, c'était juste hallucinant. Donc très abîmé, il faisait très chaud. Donc les conditions étaient réunies pour que ça soit difficile, même pour Marquez. Alors finalement, il est parti devant et puis non seulement il a tenu le coup, mais il a même creusé l'écart quand il a voulu. Il a fait un début de course un peu prudent comme il l'avait annoncé, pour justement un peu s'économiser sur les premiers tours parce qu'il sait que c'est pas là où il est le plus performant. Et puis après 6-7 tours, il a accéléré et personne n'a suivi, même pas Fabio qui était derrière. Donc voilà, une victoire magnifique qui fait du bien, Honda. Alors est-ce que, toujours la même question après ce genre de victoire, est-ce que ça y est, il est là? Ça contraste un petit peu avec ce que tu nous disais la dernière fois où il y avait quand même de grosses interrogations sur la consolidation de son bras et c'est surtout sur qu'il est l'état gêné. de son bras. Il est toujours gêné. Il le dit de toute façon. Voilà, les virages à droite, c'est toujours un problème de proprioception. Il n'est pas bien sur la moto, donc il peut pas piloter comme il sait le piloter. On sait que c'est un pilote qui est très physique, très agressif, qui se sert de ses bras. Donc là, il est gêné. Donc c'est un vrai handicap. Voilà. D'ailleurs, Alpinestar, ils ont fait un cuir un peu adapté pour justement qu'il soit plus mobile au niveau de l'épaule droite. Parce qu'il a un peu de mal encore. Ouais, parce que pour revenir à ce que tu disais, Michel, sur l'état de la piste, je ne sais plus quel virage c'est, mais sur le plan de télévision où on voit les motos arriver en hauteur, où ça cadre, ça casse, et puis après ça plonge. Oui. Quand il a rodéo sur son casque, c'est pas pour rien, quoi. C'est un truc de fou quand même. Ouais, même Aleix Espargaro était partisan de pas courir. Bon, finalement, il s'est ravisé. Il aurait peut-être pas courir. 5 chutes dans le week-end. Ouais, 5 chutes. Non, c'est vrai que tout le monde craignait un petit peu le début de course du MotoGP avec des motos en paquet parce que voilà, il suffit qu'il y en ait un qui perde le contrôle sur une bosse. On peut imaginer ce qui peut arriver, quoi. Après, évidemment, l'autre fait marquant, c'est Fabio, parce que Fabio, deuxième, il l'a dit lui-même, c'est une deuxième place qui vaut une victoire. Et puis, on va dire que plus les courses passent et plus on s'en rapproche. Oui, il reste 3 grands prix. Il a désormais 52 points d'avance. Ça veut dire qu'il peut gagner le titre à la prochaine course à Misano. Dr Sad va nous éclairer sur le sujet. Non, mais en fait, pour faire simple, après, il y a plein de combinaisons possibles, mais pour faire simple, il ne faut pas qu'il concède plus de 2 points à Pecco Bagnaia et que Bagnaia ne gagne pas. Parce qu'en fait, en termes de victoire, Fabio est à 5 victoires aujourd'hui, mais Bagnaia en est à 2. Donc, il peut encore rattraper au nombre de victoires. S'il gagne les 3 dernières, il serait à égalité de victoire. Exactement. Donc, du coup, voilà. Mais il ne faut pas qu'il gagne, mais il ne faut pas qu'il concède plus de 2 points. Et il a assuré du titre à Misano. Par contre, il a été très lucide dans son analyse post-course en disant que c'était pas l'objectif de conclure à Misano. Il l'a dit, si ça doit se faire au Portugal. Il peut se permettre de prendre des risques. Voilà. Après, on sait qu'à Misano, la dernière fois, il aurait presque pu gagner s'il n'avait pas été gêné dans les premiers tours. Il a fini derrière Pecco et il avait un meilleur rythme que lui sur la fin. Donc il peut gagner à Misano. En tout cas, la course qu'il a faite au Texas est magnifique. Hein. C'est un circuit qui n'était pas spécialement fait pour les Yamaha. D'ailleurs, les autres Yamaha sont très très loin, parce qu'il n'y en a pas une dans le top 10. Non, c'est 13 et 14 ou 14 et 15 entre Dovi et Rossi, en fait, c'est ça. Morbidelli, qui lui encore lutte avec son retour de physiquement. Bien évidemment, il n'est pas encore remis. En tout cas, voilà, très belle course de Fabio. Il savait qu'il fallait, il avait fait de Marquez le favori de la course, donc il s'est accroché derrière au départ pour justement s'extraire du paquet derrière et pas se retrouver exposé au risque d'un dépassement qui tournerait mal. Et voilà, il a géré parfaitement sa position jusqu'au bout et voilà, chapeau. Moi, c'est la métamorphose entre cette année et l'année dernière où vraiment
c'est plus le même Fabio, quoi. Franchement, non seulement c'est plus le même Fabio, mais c'est plus la même moto. Voilà, n'oublions pas ça, quoi. Oui, c'est vrai que l'an dernier, la moto, d'un circuit à l'autre, elle fonctionnait pas. Et bon, elle est encore en difficulté sous la pluie, on l'a vu. D'ailleurs, quelque part, il y a eu on a craint en début de week-end, la pluie était annoncée. Finalement, il a plus que le vendredi, donc, mais le vendredi, bon, c'était moyen, même si c'était un peu mieux. Et chez Yamaha, on reconnaît qu'il y a, alors, Fabio, c'est pas le plus à l'aise sous la pluie, mais il y a aussi un problème aujourd'hui avec la Yamaha, et il y a des solutions à trouver, puisqu'il est pas seul, quand c'est mouillé, à être en difficulté, quoi. Alors, on enchaîne maintenant avec, le point suivant dans les faits marquants, c'est Ducati et Pecco Bagnaia, 3e, qui conserve donc, toutes ses chances. Il a évité de perdre plus de points. Il avait fait la pole position. Il a encore fait un week-end solide, mais un début de course un peu difficile. Après, voilà, il s'est battu. Alors, on a vu, je pense que ce sont des questions qu'on posera après à Paolo. On a vu Miller quelque part le laisser passer. Martin a été un peu plus difficile à doubler, mais bon, il a commis une petite erreur. Alors, est-ce qu'elle était volontaire ou involontaire? Encore une question qu'on posera tout à l'heure à Paolo. En tout cas, Pecco, il est aussi régulier. Et je pense que l'année prochaine, en tout cas, on voit un petit peu ce que ça peut. Je pense que le podium de ce Grand Prix d'Austin nous donne un peu la tendance pour 2022. On peut imaginer que ces trois-là vont se retrouver assez souvent. Ouais, puis ce qui est bien, en tout cas chez Ducati, mais on en reparlera aussi avec l'aval de Paolo, c'est qu'au début, on était un petit peu surpris du choix du line-up factory, on va dire. Miller, on s'attendait à une confirmation tout de suite. Finalement, même s'il a gagné, elle est pas là. Et puis finalement, c'est Bagnaia qu'on pensait peut-être un peu tendre, qui finalement, au fil des courses, s'affirme. C'est vrai que Bagnaia, c'est une vraie satisfaction pour Ducati. En revanche, Miller, c'est aussi, on peut le dire, c'est quand même une déception parce qu'il est régulier. Enfin, non seulement il est régulier, mais en plus, ce week-end, il a sur les premières séances d'essai, c'est lui le plus rapide, et puis arrive la qualif et il se rate complètement. Et là, il accuse Michelin de lui avoir donné un pneu en bois. En l'occurrence, les analyses ont été faites, et même chez Ducati, on reconnaît, non, c'est lui qui a fait une erreur. Il fait une erreur dans le deuxième partiel de son meilleur tour, et il gâche son tour. Donc après, il va chercher une excuse sur le pneu. C'est pas très. Ça démontre. Enfin voilà, c'est pas. On se demande un peu ce qui passe parfois par la tête. Et pour finir la course, là, il s'embrouille encore avec Mir. Parce que Mir, si Miller est pas là, il va dans les tribunes, je pense. C'est vrai qu'il y a une saison, on sent qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour s'établir vraiment devant, quoi. Bagnaia, 3e pole consécutif, c'était plus arrivé depuis 2018. 2018, 2018. Bon, il y avait Silverstone, c'était avec Lorenzo, mais il y avait Silverstone dedans. La course n'avait pas eu lieu, mais c'était quand même 3 pôles de suite par Ducati. Alors, petite chose, parce que j'ai trouvé ma stat, moi aussi. Si Fabio était champion cette année, ça serait le premier pilote européen à être titré dans la classe Rennes, sans avoir été titré avant dans la classe intermédiaire, voire la classe d'introduction, Moto 2, Moto 3, qui avant était 125 et 250, depuis Franco Uncini en 1981. C'est-à-dire, ça fait 82, pardon. Donc, ça fait 40 ans. Donc, ça serait un sacré exploit. Et des pilotes titrés, on regardait ça tout à l'heure avec Thomas, des pilotes titrés dans la classe Rennes qui n'ont pas été titrés avant dans les autres catégories, il y en a pas beaucoup. Non, on peut citer Hayden notamment. Après, il faut remonter un peu plus loin. Après encore, qui c'est qu'il y a d'autres Stoner. Depuis le MotoGP. Douane, non, mais dans l'ère MotoGP, dans l'ère MotoGP. Après, bien évidemment, tous les Américains, puisqu'ils débarquaient pour rouler en 500, et idem pour les Australiens. Enfin, en tout cas, à l'époque, il aussi, puisque Stoner a fait du 2,5, mais il n'avait pas été titré. Tout à fait. Alors, on va parler de Johan Zarco, etc., mais on va en parler plus tard. On va clôturer ton débrief de façon un petit peu plus rapide que d'habitude, et on va rapidement tendre la parole à Thomas pour l'instant stat.
Voilà donc l'instant stat Thomas. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé comme statistique sur ce Grand Prix d'Austin? Mais écoute, en début de week-end, on se posait la question avec Michel, circuit, bon, on n'aime pas trop ce terme, mais anti-horaire, qui tourne à gauche ou qui tourne à droite pour Marquez. Donc si on prend son nombre de départs là aujourd'hui, même avec sa victoire, en incluant sa victoire ce week-end, donc il a 141 départs en MotoGP, et sur ces 141 départs, il y en a 99 sur des circuits qui tournent à droite, et 42 sur des circuits qui tournent à gauche. Et sur les circuits qui tournent à gauche, il a 69% de réussite en termes de victoire. C'est énorme. C'est quasiment, voilà. Et à l'inverse, sur les circuits qui tournent à droite, on est à 29,2%. Donc voilà, ça montre quand même que les circuits qui tournent à gauche sont quand même son terrain de chasse, quoi. Donc, c'est bizarre en fait cette prédisposition à. Mais j'ai posé la question justement en conférence de presse. Il y a une explication logique à ça ou pas? D'après Alzamora, moi j'ai parlé avec Alzamora, lui il dit, parce qu'on a beaucoup parlé de l'entraînement du dirt track sur des anneaux qui tournent à gauche. Alzamora dit non, c'est pas ok, il fait du dirt track, mais enfin pas. Il n'en fait pas tous les jours. Mais voilà, c'est juste en fait un penchant. On a tous un côté naturel en termes d'équilibre, on est plus à l'aise. Et c'est vrai qu'en moto. Globalement, je pense qu'il y a plus de personnes qui sont à l'aise dans des virages à gauche parce que le poignet droit déjà est mieux. Voilà, le bras est plus ouvert pour gérer exactement. Quand on est le bras droit à l'intérieur, on est le poignet cassé, c'est moins commode. Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et je pense que Kevin Schwantz ne dira pas le contraire vu l'état de son poignet. Non, mais après c'est intéressant. Bon, je veux pas prendre trop de temps, mais c'est vrai que j'ai posé la question aussi pour ceux qui étaient gauchers, droitiers, parce qu'en fait Rossi récemment dans une interview qu'il a accordée à BT Sport, il avait dit que sa force, ça avait été d'être ambidextre. Donc, du coup, d'avoir la possibilité d'être aussi à l'aise à gauche qu'à droite. Et j'ai posé la question de savoir, justement, est-ce que si on est droitier ou gaucher, ça pose... Et les pilotes, la plupart du temps, disent non, je suis plus à l'aise à droite ou à gauche, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je sois droitier ou gaucher. Donc, voilà, c'est... Petite stat concernant Suzuki, peut-être? Ouais, alors écoute, Joan Mir ce week-end qui termine donc, alors je crois qu'il franchit la ligne d'arrivée en 7e position, c'est ça, mais il se fait déclasser. Il se fait déclasser, ouais. Voilà, au fameux accrochage avec Miller pour comportement irresponsable, donc il termine 8e. Et là, Joan Mir pour l'instant n'a toujours pas gagné, donc c'est un champion du monde qui n'a pas gagné pour l'instant. L'année dernière, il a gagné une seule course. Donc il est dans les temps encore. Il est encore dans les temps, mais donc du coup, si jamais cette saison il ne gagne pas, la dernière fois que c'est arrivé, donc on peut citer Marquez qui a été titré en 2019, qui a quand même fait une course en 2020, mais qui a pas gagné. Mais sinon, je crois qu'il faut remonter à Nicky Hayden qui avait fait un peu la même chose, c'est-à-dire qui a été titré en 2006 et qui l'année d'après n'a pas gagné. Donc voilà, donc c'est fallait juste le souligner. Et un petit dernier mot sur Ducati. Là, cette saison, donc grâce à Pecco Bagnaia ce week-end, ils sont à 18 podiums chez Ducati. Le record en catégorie N, c'est 19 en 2007. Donc voilà, encore quelques possibilités pour Ducati de battre ce record. Donc assez intéressant cette saison. Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Bah j'en ai d'autres, mais c'est jamais. Alors, on va voir si on peut les resservir effectivement dans le cours de l'émission. On va faire très vite maintenant parce qu'on va passer au Sunday Race Recap avant d'aller vers Paolo Chabazzi. Voilà, le Sunday Race Recap, on va faire très vite parce qu'en fait, il y avait qu'une seule catégorie qui roulait hormis le MotoGP, c'était le Superbike et c'était à Portimao. Portimao qu'on retrouvera pour l'avant-dernière épreuve de la saison en MotoGP. Et donc on va saluer les performances générales des Français. On va d'abord saluer Samuel Di Sora qui s'est imposé en 300 Supersport. Ça faisait un petit moment qu'il tournait autour de cette première marche, mais ça y est, il l'a concrétisé Samuel et ça fait bien plaisir parce qu'on l'avait vu aussi à Manicourt. Il avait été malchanceux en deuxième course. Donc voilà, ça c'est bien. Il était encore titrable, il y a encore pas très longtemps. Ouais, pas très longtemps, mais bon. Et du coup, par rapport au titre, il s'impose à Huertas dans la première manche. Huertas qui va devenir le champion de la catégorie 300 Supersport. Une autre bonne nouvelle, enfin, ça y est, on l'avait eu comme invité, Christophe Guyot. On a eu Jules Cluzel aussi comme invité dans After Sunday. Ça y est, la machine s'est remise en ligne. Jules Cluzel a gagné et il perd le doublé pour 1 centime, je crois, sur 11 millième. Ouais, 11 millième, voilà, un truc de fou. Donc on est bien content pour Jules Cluzel. On est bien content également pour le GMT parce que entre les problèmes de Jules, de Valentin Debise, de Andy Verdoya, il était temps que la roue tourne, comme dirait Franck Ribéry, et elle a tourné. Là, voilà. Il y a en plus une petite belle performance aussi d'Yari Montella qui faisait aussi une pige ce week-end pour le GMT, qui a été viré de chez Speed Up au dernier moment et qui finit, je crois qu'il fait 2 top 10, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà.
Et puis, évidemment, pour terminer ce bouquet tricolore, c'est le hat-trick de Loris Baz. Mais ça, on a encore aussi des questions pour Paolo Schiavati concernant Loris Baz. 3 fois 3e, c'est sa 2e course au guidon de la Ducati Go 11 et il fait 3 podiums sur ce week-end de Portimao. Dans la catégorie Rennes, le Superbike, évidemment, le match continue entre Rea et Razzaglioglu. On pensait que c'était très très mal engagé pour Jonathan Rea, et puis parce qu'il avait chuté 2 fois dans la première course, dans la course Superpole, et puis finalement dans la dernière manche, enfin la 2e manche, pardon, plus exactement, c'est Razzaglioglu avec cette image surréaliste du garde-boue qui se désolidarise, qui tombe et qui permet à Rea de garder un petit peu d'espoir, parce qu'il y a 24 points d'écart maintenant entre Rea et Razzaglioglu, qui est le leader toujours, et il reste encore 2 rendez-vous, donc ça veut dire 4 manches, donc ça veut dire plus de 100 points avec la course sprint. Donc il y a encore de quoi faire et peut-être d'inverser les choses. Et puis juste pour faire une dernière précision sur le Sunday Race Recap, c'est que le week-end prochain se joue la finale du championnat du monde d'endurance FIM EWC à Most. Ça sera samedi et là aussi on pourra en reparler dans quelques instants. Voilà, on a fini très très rapidement les rubriques habituelles et maintenant on va passer à notre invité du jour, Paolo Schiavati, le directeur sportif de Ducati. Voilà. Bonsoir Paolo, merci d'avoir patienté et surtout merci d'avoir répondu à l'invitation de Michel Turcot. C'est un extrême plaisir de vous recevoir et on a énormément de questions. Ok, je suis ici pour répondre. C'est Michel qui va ouvrir le bal. Bon, Paolo, on va commencer par parler de la course au titre. Après ce qui est arrivé à Austin, Fabio qui a repris 4 points à Pecco. Est-ce que le titre est perdu pour vous ou est-ce que vous y croyez encore? Écoute, je pense contrôler un peu la situation jusqu'à la dernière course. On verra. Naturellement, en principe, c'est encore possible, mais je pense que c'est une chance très très petite. Alors, on a vu un peu une course d'équipe ce week-end avec Jack qui a laissé passer son coéquipier. Est-ce que c'était une demande qui était claire dès le départ de la course? Comment vous avez mis au point cette stratégie? Non, honnêtement, ce n'était pas une stratégie. C'est vrai qu'à un certain moment, Jack il avait fait un choix différent des pneus arrière. Il avait un pneu dur l'arrière et ça ne fonctionnait pas très bien. Alors pour lui, ce n'était pas la raison de garder pour quelques tours Pecco derrière de lui. À la fin, tu as vu, il a terminé 8e, alors ce n'était pas une chose qu'il a faite pour laisser passer Pecco quand il avait le rythme pour rester devant. Il n'avait pas le rythme pour rester devant, et sinon il aurait terminé 4e, pas 8e. Et Jorge Martin, est-ce qu'il fait une vraie erreur en sortant dans les chicanes là, ou est-ce que là c'est lui aussi? Il n'est pas encore 100% après l'accident de Portimao, et là, comme tu as vu, le circuit de Austin avec tous les humps, c'est très, très physique. Et pour lui, il a fait une erreur. Ce n'était pas quelque chose qu'on avait demandé. Si tu connais Jorge Martin, il n'est pas un mec qui va perdre un podium s'il peut rester sur le podium. Alors lui, il était très fatigué. Je l'ai vu après la course, tu l'as vu après la course, très fatigué. Et c'était difficile pour lui de gérer la moto dans les derniers tours. Ouais, ce qui était étrange par rapport à Jorge Martin, c'est que après ce tout droit, il a beaucoup regardé son tableau de bord. Donc c'est pour ça qu'on avait l'impression qu'il essayait de lire, ou je sais pas, il n'y avait pas un message à ce moment-là. Le long lap. Bon, non, honnêtement non. Tu sais, après l'erreur, lui, il a reçu le message que c'était long lap penalty. Alors c'est ça, c'était sur le tableau de bord, parce que il y a pas les drapeaux, quelque chose qu'il donne en face quand il passe sur la ligne d'arrivée, mais même on peut envoyer les messages sur le dashboard. Alors c'est ça qu'il était en train de comprendre. Et est-ce que pour Misano, on peut imaginer qu'il y ait une mise en place? Enfin, après c'est toujours compliqué de parler de stratégie, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui s'interrogent. Est-ce que un pilote peut en gêner un autre? Est-ce qu'on peut faire vraiment une course d'équipe
On sait que Ducati est le constructeur qui a le plus de machines sur la grille. Est-ce qu'on peut imaginer une course d'équipe? Bon, en principe, oui. Et j'aimerais bien avoir Pecco premier, Jacques deuxième, Martin Zarco troisième, quatrième et Bastianini cinquième. Parce que tous, ils ont la possibilité de bien faire à Misano. La Ducati est très compétitive là-bas. Mais on a vu il y a quelques semaines, quand au début de la course, on avait quelques motos devant de Fabio. Ils ont un peu ralenti les rythmes de Fabio. Alors, à la fin, il est arrivé proche de Pecco. Mais Pecco, il a poussé au début parce qu'il il savait qu'il arrivait à la fin de la course avec très peu de pneus et ça fonctionnait. Alors, je dirais, on va essayer d'avoir des Ducati devant, mais c'est pas seulement pour Fabio, c'est parce que quand on a la possibilité de mettre des motos devant, on va toujours essayer de le faire. Pecco fait une très belle fin de championnat. Il est vraiment régulier, aussi régulier que Fabio. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour lui? Est-ce que c'est lui qui a eu un déclic ou est-ce que les petits contre-performances sur la première moitié du championnat sont un peu dus au hasard? J'ai discuté un petit peu avec Tardozzi qui me disait qu'il avait été très perturbé par le décès de Dupasquier justement au Mugello pendant les essais, ce qui serait une explication de sa chute en course. Et c'est un garçon qui est aussi assez sensible et donc est-ce qu'il a trouvé une forme de sérénité? Comment t'expliques un petit peu ses performances actuelles? Bon, écoute, c'est vrai que Pecco est très sensible. Il a même montré sur le podium à Austin parce qu'il n'avait pas envie de faire avec le champagne parce que c'était seulement 8 jours que Dean Berta Vignales est décédé. Mais si on regarde un peu l'histoire, tu te souviens, je pense très bien de la pole position qu'il avait marquée à Portimao. Et là-bas, pour question d'un drapeau jaune, il est parti, je pense, 12e. Il est arrivé deuxième derrière de Fabio, mais s'il avait la pole position, peut-être serait une course différente. Sa première victoire, peut-être, pouvait passer à Portimao. Et après, Mugello, Tardozzi a expliqué un peu l'histoire. Et je pense même qu'on a eu quelques problèmes de pneus à Autriche 2 et Silverstone. Parce que là-bas, la course Autriche, la première départ, c'était lui qui était parti. Après, il a terminé, je pense, 14e la course après le deuxième départ. Alors, il n'avait pas les grippes nécessaires pour le pneu et une chose similaire un peu est passée à Silverstone. Mais en disant ça, c'est vrai que Fabio a été très régulier. Il a gagné 5 courses. Alors, il est en tête au championnat parce qu'il est peut-être le meilleur pilote aujourd'hui. Tu as évoqué les problèmes de pneus de Pecco effectivement en Autriche à Silverstone, des problèmes que Michelin a reconnus d'ailleurs. Par contre, Jack s'est plaint de son pneu, ça a mis très en colère Piero Taramasso à Austin après la qualification. Il a dit qu'il en avait vraiment marre de ces histoires de pneus. Alors en l'occurrence, il semblerait que cette fois il y avait vraiment aucun problème avec le pneu. C'est lui qui a fait une erreur dans son tour chrono. C'est vrai que Jack a été très vite dans toutes les sessions d'épreuves à Austin et quand il est sorti avec le pneu pour la qualif, il n'a pas trouvé la même sensation sur la moto. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je sais qu'il n'était pas content parce qu'il n'avait pas le même niveau de grippe. Ben, peut-être l'explication de Michelin, c'est que lui, il a fait un tour beaucoup trop long, lentement. Et c'est peut-être pour ça que la température des pneus a baissé un peu. Alors, c'est comme ça. À la fin, il a fait une bonne course pour la première partie, mais je pense que le choix des pneus arrière, c'était pas la bonne pour lui. Il fait un peu une saison opposée à celle de Pecco. Jack, il était pas mal au début, et puis là, c'est plus difficile. Il manque de régularité. Pourtant, il a quand même
plus d'expérience que Pecco. Vous n'êtes pas un peu déçu de ces résultats? Non, honnêtement, il est un pilote très vite, il est un très bon, comme on dit, compagnon, teammate. Ouais, teammate. Pour Pecco, ils ont une très bonne relation et c'est vrai qu'il n'a pas obtenu des résultats à quelques courses qu'on attendait un peu de lui. Il y a des raisons, je pense, mais on est à la fin. Je te dis, on a changé beaucoup de l'année de 2020 à 2021 et presque tous les pilotes et on est content de la choix. C'est clair qu'on attend un peu plus de régularité de la part de Jack. On va parler un petit peu de Johann Zarco, Paolo. Il pareil, il a fait une première moitié de championnat exceptionnelle. Il était deuxième au mois de juillet et puis depuis la reprise au mois d'août, ça va pas. Donc là, il s'est fait opérer du bras. Il était plutôt optimiste en arrivant à Austin. Il a fait des essais corrects et puis cette chute en course. Et là, très contrarié. D'ailleurs, il a refusé de parler à la presse après la course, ce qui lui ressemble pas. Et même Francesco Guidotti m'a envoyé un petit message pour s'excuser parce qu'il trouvait que c'était pas normal. On le sent un peu perturbé là. Comment tu l'expliques? Honnêtement, je ne peux pas l'expliquer. C'est vrai qu'il a fait une première partie de la saison incroyable jusqu'à la première course en Autriche. Et après, il a eu ce problème au bras. Il a eu la chirurgie, mais évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas encore parfait pour lui. Les talents de Johann sont toujours là-bas. Je sais qu'il était très déçu depuis la chute à Austin parce qu'il avait fait des bons essais. Et alors, on parlera un peu avec lui pour voir un peu quelle est la situation parce qu'on espère de revoir les Johann de début de la saison. Il était le meilleur pilote Ducati pour plusieurs courses. Hein. Une question, Paolo, justement par rapport à Johann. On sait que le All Shot Device de la Ducati est cité en exemple. Et depuis quelques courses, Johann aussi rate, on va le dire, quasiment presque tous ses départs. En fait, il a pas du tout la même envol qu'en début de saison où il était vraiment aux avant-postes. Et on a l'impression que c'est lui qui parle moins bien maintenant des pilotes Ducati. Là, il y a une explication à ça aussi? Honnêtement, non, je n'ai pas une explication. Je ne sais pas. C'est vrai, mais je n'ai aucune explication pour ça. Bon, en tout cas, il sera toujours chez Pramac l'année prochaine. On est bien d'accord. Hein. C'est pour rassurer les supporters de Johann qui commencent à s'inquiéter. Non, il faut pas s'inquiéter. Tous les pilotes restent chez nous et chez Pramac. Et c'est seulement que c'est un dommage de voir qu'après un début de saison où on pensait qu'il était les pilotes peut-être qui pouvaient être en bataille pour le championnat. Les choses ont un peu changé après la première course d'Autriche. Mais on a toujours la confiance à Johann et on va l'aider à retourner à la situation de début du championnat. Pour rester encore un petit peu sur le MotoGP, Paolo, l'année prochaine, là vous avez 6 motos, l'année prochaine 8. Il y a des pilotes qui s'inquiètent un petit peu de la difficulté que vous pourriez rencontrer à assurer la maintenance, le développement de toutes ces machines. Je pense notamment à Paolo Campinotti qui voit pas d'un très bon œil l'arrivée de VR46 dans le giron Ducati. Vous en êtes où avec VR46 là, parce qu'on sait aussi que on n'entend plus trop parler de l'histoire du sponsor saoudien, le pétrolier Aramco, qui n'a toujours pas payé ce qui devait être payé au mois d'août. Là, on est au mois d'octobre. Donc, est-ce que tout est clair avec VR46, enfin avec Albi et Gianluca notamment? Non, tout est clair. On a signé le contrat il y a quelques mois. Alors, je ne parle pas des sponsors de l'équipe, c'est à eux de gérer la situation. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore annoncé officiellement les pilotes, même si tous on sait déjà que c'est
qui sont les pilotes. Oui. Mais non, on a déjà géré 8 motos il y a quelques années quand on avait Pramac, Avintia et Aspar. Alors la gestion, c'est compliqué, mais on connaît déjà comment on peut le faire. Et il y aura toujours la garantie d'avoir le maximum pour toutes les équipes. Alors, il ne faut pas que mon ami Paolo Campinotti... Paolo, on a un peu l'impression que chez VR46, ils ont un peu les yeux plus gros que le ventre, quand même, comme on dit en français. Je ne sais pas si vous avez la même expression en italien. Mais bon, là, maintenant, il y a aussi une association avec Yamaha en Moto 2. Ça vous inquiète pas un petit peu qu'à un moment donné, le VR46 reparte plus avec Yamaha aussi en MotoGP? Ils sont un peu partout, quand même, non? On a un contrat de 3 ans avec VR46, alors on est tranquille au niveau MotoGP. C'est vrai qu'ils ont annoncé cette équipe Yamaha Moto 2, mais c'est l'équipe qui est déjà dans le championnat espagnol. Alors c'est un peu le projet Road to MotoGP, ou je ne sais pas si c'est le nom correct de l'équipe ou de projet que c'est pour prendre des pilotes jeunes qui viennent de l'Asie et avoir ces pilotes qui font expérience ici, éventuellement. Le team Moto 2 VR46 reste. Ça, c'est une deuxième équipe qui déjà existe en Espagne. Bon, Paolo, j'ai une dernière question pour toi concernant le MotoGP. Après, je laisserai Eric te parler de Superbike et d'endurance. Pour avoir discuté avec Tardozzi, avec Davide à Austin, je lui disais ça ferait une belle équipe quand même, Fabio et Pecco. Et il m'a dit ah ouais, ça ferait une belle équipe. Est-ce qu'on peut imaginer que vous fassiez une offre à Quartararo pour la suite, c'est-à-dire pour 2023? Écoute, comme on dit, never say never. Mais honnêtement, on a des très bons pilotes chez nous. Je pense dans notre filière de pilotes, on a des pilotes qui sont très jeunes, très vite. Et peut-être que là-bas, on a même des pilotes qui peuvent essayer de gagner le championnat du monde. Je me réfère naturellement à Martin, à Bastianini. Je pense Luca Marini, il arrivera là-bas. L'année prochaine, si c'est confirmé, c'est clair, c'est confirmé di Gianantonio, mais après, il y aura même, je pense, 99% Marco Bezzecchi. Alors, on a des pilotes qui sont un peu le futur. C'est vrai que Fabio il est très jeune, mais je préfère penser à futur avec des pilotes qui sont déjà avec Ducati et ils ont l'âge pour rester chez Ducati plusieurs années. Merci. Paolo, juste une dernière question justement avant d'aller sur le Superbike. Michel le disait, l'année prochaine, vous allez avoir 8 motos sur la grille du MotoGP. Est-ce que, quelque part, vous n'êtes pas un peu déçu d'être le seul, constructeur à investir? Est-ce que vous n'auriez pas envie un peu on en a parlé pendant un moment, que Suzuki et un autre team, que d'autres marques fassent encore un peu comme vous? Bon, en principe, je pense le futur, c'est un peu le projet de Dorna, c'est d'avoir 4 pilotes pour chaque constructeur. Ça fait 24 pilotes et c'est un peu la situation idéale. Mais c'est même vrai que pour nous, c'est intéressant, pas seulement au niveau économique, parce qu'on gagne un peu d'argent avec le leasing du matériel, mais d'avoir la possibilité d'avoir des jeunes pilotes qui sont chez Ducati, et c'est très important pour nous parce qu'on a vu déjà les 2 pilotes qui ont été chez Pramac, qui maintenant sont dans l'équipe officielle. Ils ont gagné 2 Grands Prix chacun, Jack et Pecco, et jusqu'au moment où il y aura la situation, la possibilité, on va essayer de la gérer, même si on comprend très bien que c'est pas pour beaucoup des années, parce qu'un jour, il y aura l'équipe satellite Suzuki, l'équipe satellite Aprilia.
Mais pour le moment, c'est comme ça et on va essayer d'obtenir le maximum de la situation. Merci Paolo. Du coup, on va changer de discipline. On va parler du Superbike. Alors pour nous Français, je le disais, on a eu un week-end super à Portimao avec 3 podiums de Loris Baz. Alors Loris, chez Ducati, c'est pour quand? Non, je suis très content parce que j'ai une très bonne relation avec Loris. J'étais aux États-Unis pour la course de Bryner à la fin de juillet, un peu pour voir la situation avec l'équipe, avec lui. Et quand on a eu la chance quand on a eu le problème de Chas Davis et l'équipe Go11, ils nous ont appelés et moi j'ai dit bon, oui, Loris est libre, s'il a envie de le faire, c'est bon pour lui, même s'il n'est pas monté sur la moto avec Pirelli depuis une année. Mais il a très bien fait, alors je suis très content pour lui. Maintenant, c'est difficile parce que, comme tu peux imaginer, quelques autres constructeurs et autres équipes, ils regardent un peu à Loris pour l'année prochaine en World Superbike, que c'est bien pour lui, peut-être pas très bien pour nous, parce que nous, en principe, on avait et on a toujours l'idée d'essayer de gagner le championnat américain avec Loris, et c'est pour cette raison nous allons faire des investissements avec l'équipe aux États-Unis au niveau organisation, mécaniciens italiens qui vont travailler là-bas et même faire un peu de développement de la moto avec les pneus Dunlop. Mais la décision, c'est un peu à Loris qu'est-ce qu'il veut faire pour le futur. Je comprends que rester dans le championnat du monde, c'est toujours important pour un pilote, mais il faut même voir dans quelles conditions avec l'équipe. Toute l'équipe officielle sont déjà signés, ouais. Alors il n'y aura pas... Mais si on regarde, il y aurait éventuellement une place chez Go11, parce qu'on sait que Chas Davis va arrêter sa carrière. Chez Barni, cette année, Tito Rabat, ça a été vraiment une année noire. Hein. C'est pas que la couleur de la moto. Mais d'après ce que vous nous dites, pour vous, Loris, ça serait plutôt d'aller chercher le titre aux États-Unis pour l'année prochaine. Oui, pour nous, oui, parce que on a l'équipe officielle dans les championnats du monde et on espère de bien faire, d'essayer de gagner le championnat avec les 2 pilotes qu'on a dans l'équipe officielle. Et on ne gagne pas aux États-Unis depuis longtemps. Les États-Unis sont un des marchés plus importants pour Ducati. Première, deuxième, ça dépend un peu de la situation du marché, c'est l'Italie et les États-Unis. Et alors là-bas, pour question de marketing, pour nous, c'est très important si on peut essayer de gagner. Et je pense que Loris, après une année où il a appris un peu la situation là-bas, les circuits qui sont très différents, et même avec l'investissement technique que nous allons faire avec l'équipe, il sera dans la condition d'essayer de gagner. Mais à la fin, comme je dis, c'est un peu à lui de choisir les options qu'il a sur la table. Pour nous, pour Ducati, même, il a été un très grand brand ambassador, très bon brand ambassador aux États-Unis. Et tous les concessionnaires qui ont eu la chance de lui connaître et faire des événements avec lui sont très très contents. Alors pour cette raison, pour nous, ça sera le choix numéro 1. Thomas. Paolo, l'année prochaine, Ducati sera de retour en super sport avec une moto notamment pour Nicolo Bulega. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet et surtout le choix de Nicolo? Qu'est-ce qui a mené à ce choix-là? Et peut-être est-ce qu'il aura un coéquipier la saison prochaine? Tu peux nous en dire un peu plus, si tu peux? Oui, finalement, le championnat super sport, il accepte même des motos avec un cylindrée différent. Et pour nous, je pense, si on doit un peu penser au championnat Supersport comme un championnat où il y a le mieux des motos pas hyper sport qui sont dans les marchés, c'est une bonne décision. Naturellement, il faut voir un peu au niveau technique comment ils vont balancer la performance des différents modèles. Mais
que de l'autre côté, la Yamaha R6, maintenant, il n'est pas en vente pour la route parce que c'est pas homologué Euro 5. Alors, c'était un peu drôle pour moi de voir qu'on avait un championnat où la majorité des motos, ce sont des motos qu'on ne peut pas acheter pour aller normalement sur la route parce qu'elles ne sont pas homologuées. Alors, je pense maintenant, c'est plus intéressant, même pour les constructeurs et pour nous. Honnêtement, le choix du pilote a été fait par l'équipe Aruba. C'est eux qui ont décidé et on est content parce qu'on pense que si on regarde un peu des pilotes qui viennent de la Moto 2, Locatelli l'a gagné, Odendal l'a gagné des courses. Et on a des pilotes qui ont très bien fait là-bas. Et Nicolò, c'est un pilote qui a besoin de trouver une nouvelle situation pour lui. Je pense qu'être un pilote des points de Ducati, ça va lui donner une motivation extra. On va essayer même, c'est pas encore officiel, mais on va même essayer d'avoir les fils de Troy Bayliss dans le championnat. On est en discussion avec un peu Troy, je pense que c'est Ollie Bayliss, il a 18 ans jusqu'à depuis une semaine et il a gagné une course aux Australie avec 4R. Je pense que si on réussit à faire cette opération, ça va être même intéressant au niveau communication, surtout pour les Ducatistes, d'avoir les fils de Troy qui fait le championnat du monde Supersport avec une Ducati 20 ans après que son père a gagné le premier championnat Superbike avec nous. Ça va être une belle histoire. Oui. Et je pense qu'il y aura peut-être des autres moteurs avec des autres équipes. Là-bas, on espère d'avoir une moto qui est balancée correctement. C'est un peu le souci dans ces moments de comprendre exactement les paramètres de balancement des différents types de motos. Mais endurance. Oui, voilà, c'est parfait, Paolo, parce que tu fais le travail pour nous. Justement, l'endurance, c'est aussi un projet qui a été en construction. Ça n'a pas été simple au début. On a été assez critique avec ce projet-là. On a vu qu'au Bol d'Or, il y avait eu une progression. Il y a Lorenzo Zanetti qui est venu remplacer malheureusement Louis Rossi qui s'était blessé. Est-ce que vous allez prendre de plus en plus de part ou en tout cas participer de plus en plus à ce projet ou vous allez laisser l'équipe ERC diriger ce projet? Non, c'est une collaboration avec l'ERC. On a un ingénieur électronique qui travaille avec l'équipe pour la gestion et je pense qu'au Bol d'Or, jusqu'à un moment où il a eu la chute à cause des problèmes de frein, et c'était une performance très bien pour Ducati. On était troisième après 10 heures. Et honnêtement, les grands soucis avant de commencer ce projet, que c'était la fiabilité du moteur, ça nous donne pas des soucis aujourd'hui. Et ça, c'est très bien pour Ducati parce que on a un moteur V4 qui arrive à faire 24 heures apparemment sans problème. Et nous, on n'a pas la possibilité de gérer un programme direct pas assez grand comme les Japonais. Alors, il faut trouver des solutions comme cette solution, mais on travaille de plus en plus avec l'équipe ERC et je pense même d'avoir Zanetti qui, je pense, il va rester avec l'équipe l'année prochaine. C'est important parce que lui, c'est le pilote des tests de l'usine pour la Superbike et il peut donner beaucoup d'informations et être encore plus comment on dit, lien entre l'équipe et l'usine. Ouais. Et justement, pour rebondir avec ce que tu disais, Paolo, sur le fait que vous pouviez pas vous investir directement, est-ce que par contre,
on pourrait voir ce qu'on avait vu dans le passé avec Raymond Roche, avec Giancarlo Falapa ou Stéphane Mertens, une implication de Ducati Corse, par exemple, sur une épreuve comme les 8 heures de Suzuka, qui ont toujours un prestige très important. Est-ce que là, on pourrait avoir une full factory, comme on dit? Dans les rêves, oui. En réalité, Suzuka, c'est une course très importante, mais c'est une course très spécifique. Et même pour un projet Suzuka, je pense qu'il faut faire un projet spécifique pour cette. On a quelques petits soucis. Instrument pour l'endurance. Et il faut même avoir la chance d'essayer. Faut essayer alors. Non, oui, je sais, mais essayer aussi. J'ai fait des essais sur le circuit de Suzuka parce que, tu sais, là-bas sont des motos qui sont développés pour les Japonais, honnêtement, pour la course, avec des pneus spéciaux pour la course. Alors, c'est un projet que j'espère un jour on peut le mettre sur la table. Mais ça, c'est pas facile pour le moment. Je pense que ça reste dans mes rêves des passionnés des motos. Alors justement, en parlant de rêves, on a aussi des questions des internautes et des téléspectateurs. Il y a une question pour toi, Paolo. Quel est ton meilleur souvenir? Est-ce que ton meilleur souvenir, il est en Superbike ou est-ce qu'il est en MotoGP? C'est dans les deux championnats. C'est 2006. C'est Troy Bayliss qui gagne le championnat du monde de Superbike et après il gagne la dernière course du championnat à Valence. MotoGP. D'accord. Oui, c'est vrai, ça fait le lien. Une question, Michel, encore pour conclure ou Thomas? Non, je pense qu'on l'a bien torturé, Paolo. On lui avait dit on parle 15 minutes, ça fait 45 minutes qu'il est avec nous, donc on va le laisser tranquille. Et lui aussi, il est rentré des États-Unis aujourd'hui, donc il doit avoir envie d'aller se reposer. Bon, en tout cas, mille merci Paolo pour cette disponibilité et d'avoir partagé After Sunday avec nous ce soir. Et puis comme vous êtes notre invité, on va vous souhaiter le meilleur pour cette fin de saison MotoGP quand même. Merci et à bientôt. Merci Paolo. Voilà, donc intéressant parce que on a eu quand même du scoop avec Paolo, le fils de Troy Bayliss en mondial Supersport, ça peut arriver. Lorenzo Zanetti est confirmé peut-être l'année prochaine et par contre Loris Baz, c'est un peu surprenant, plus pour des problèmes de marketing, etc., plus aux États-Unis. On sent qu'ils ont envie de le garder pour aller gagner aux États-Unis. Voilà. C'est ce qui ressort de ce que nous a dit Paolo. Pour moi, ça semble être important de cette victoire. Donc après, c'est sûr que là, il y aura un choix cornélien pour Loris. Si on lui propose une place, comme on sait qu'a priori BMW s'est intéressé par ses services en lui proposant un statut. BMW est complet normalement sur le Superbike. Il y aurait un deuxième team. Ouais, parce qu'il y aurait un deuxième team. Ouais, après on sait pas encore la structure parce que Folger, je crois, qui a quitté l'équipe Bonovo. Donc pour l'instant c'est compliqué un peu chez BMW, surtout sur les équipes satellites. Donc il faudra voir. Mais il a déjà roulé chez BMW il y a quelques années, Loris. Donc. Oui. Après, ça peut être un challenge aussi pour Loris de négocier. On peut faire confiance à Eric Mallet de négocier un titre aux États-Unis avec une place dans l'équipe. C'est exactement ce que j'allais dire parce que quand Paolo disait il faut jamais dire jamais. Il est encore jeune, Loris. Il a quoi, Bautista qui s'en va pour aller chercher le chéquier de Honda et qui revient 2 ans après. C'est juste surréaliste. Tiens, c'est peut-être une question qu'on aurait peut-être dû poser à Paolo. Mais voilà, effectivement, c'est peut-être le cheminement à voir avec Eric Mahé de dire si je suis champion, in facto, je reviens. Je reviens en. On peut imaginer qu'en plus, comme c'est l'équipe officielle Ducati en Moto America, que le budget et puis le soutien qu'il aura derrière peut le faire briller là-bas. On voit qu'il est pour les podiums à chaque fois. C'est juste. Déjà, il faut pas oublier que c'est sa première saison, donc tous les circuits à apprendre, c'est quand même assez complexe. C'est des circuits qui sont parce que Loris, particuliers. Je te coupe, mais Loris, il a posté sur Twitter, il a dit oui, ils se plaignent tous du revêtement d'Austin, mais s'ils savaient que c'est le meilleur du championnat, ils seraient peut-être pas aussi virulents. Voilà, donc je pense qu'une année pour apprendre un peu, voilà, pour gagner. Voilà, déjà au moins, c'est vrai que détrôner les leaders là-bas c'est compliqué, mais bon après au moins se battre. Tony Elias l'a fait, donc voilà, donc il n'y a pas de raison.
Bon, en tout cas, merci Michel, merci Thomas. On va vous laisser vous aussi aller vous reposer parce qu'il y a du décalage horaire à rattraper. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec le débrief le lundi soir après ce Grand Prix de Misano. C'est plus que 15 jours parce que il y a 2 week-ends. Il y a 2 week-ends. Oui, dans 3 semaines, pardon, exactement. Voilà. Ça sera le 25. Ça sera le 25 octobre. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous avez noté le rendez-vous. On se retrouve lundi 25 à 19h. On débriefera bien évidemment le Grand Prix de Misano et on espère qu'on aura de quoi bien débriefer si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Merci Michel, merci Thomas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous. Et portez-vous bien d'ici là.